Le Parménide de Platon suite. Parménide. Alors, est-ce que l'un serait autre que l'un? Aristote. Non, certes. Il n'est donc pas autre que lui-même. Assurément non. Si donc il n'est par rapport à lui-même ni autre, ni tout, ni partie, ne faut-il pas dès lors qu'il soit le même que lui-même? Il le faut. Mais quoi? Ce qui est ailleurs que soi-même, soi-même restant en soi, n'est-il pas forcément autre que lui-même puisqu'il est ailleurs? Il me semble. Or il nous a paru qu'il en est ainsi de l'un, qu'il est lui-même à la fois en lui-même et en autre chose. En effet. Par là donc à ce qu'il semble, l'un serait autre que lui-même. Il le semble. Mais alors, si une chose est autre qu'une autre, ne sera-t-elle pas autre que celle qui est autre qu'elle? Nécessairement. Donc, tout ce qui n'est pas un est autre que l'un, et l'un autre que ce qui n'est pas un. Sans doute. L'un est donc différent des autres. Il l'est. Vois donc. Le même en soi et l'autre ne sont-ils pas contraires l'un à l'autre? Comment ne le seraient-ils pas? Cela étant, le même consentira-t-il jamais à résider dans l'autre, ou l'autre dans le même? Il n'y consentira point. Si donc l'autre ne doit jamais se trouver dans le même, il n'y a pas un être dans lequel l'autre se trouve pendant un temps. Car s'il se trouvait pendant quelque temps quelque chose, l'autre serait pendant ce temps dans le même. N'est-ce pas vrai? Si. Puis donc que l'autre n'est jamais dans le même, il ne sera jamais dans aucun être. C'est vrai. L'autre ne sera donc pas dans ce qui n'est pas un, ni dans ce qui est un. Non, assurément. Ce n'est donc pas par l'autre que l'un sera autre que ce qui n'est pas un, et ce qui n'est pas un autre que l'un. Non, en effet. Ce n'est donc pas non plus par eux-mêmes qu'ils sont différents les uns des autres s'ils ne participent pas du différent, sans doute. Mais s'ils ne diffèrent ni par eux-mêmes ni par le différent, la différence qui est entre eux ne disparaîtra-t-elle pas dès lors entièrement? Oui, elle disparaîtra. Mais ce qui n'est pas un ne participe pas non plus de l'un, car il ne serait pas non-un, il serait un en quelque manière. C'est vrai. Ce qui n'est pas un ne saurait donc non plus être un nombre, car ce ne serait plus du tout un non-un s'il avait du nombre. En effet. Mais quoi? Les non-uns sont-ils des parties de l'un, ou les non-uns, en ce cas, participeraient-ils de l'un? Ils en participeraient. Si donc celui-ci est absolument un et cela non-un, l'un ne sera ni partie des non-uns, ni un tout dont les non-uns seraient partis. À leur tour, les non-uns ne seront point des parties de l'un, ni des tout dont l'un ferait partie. Non, en effet. Mais nous avons dit que les choses qui ne sont à l'égard les unes des autres, ni des parties, ni des tout, ni autres, seront les mêmes les unes que les autres. Oui, nous l'avons dit. Faut-il donc affirmer aussi que l'un étant dans ce rapport avec les non-uns est identique à eux? Il le faut. Ainsi l'un, à ce qu'il paraît, est à la fois différent des autres et de lui-même, et identique à eux et à lui-même. C'est bien ce qui semble résulter de notre raisonnement. Maintenant, est-il aussi à la fois semblable et dissemblable à lui-même et aux autres? Peut-être. En tout cas, puisqu'il nous a paru différent des autres, les autres aussi, n'est-ce pas, sont différents de lui? Sans doute. N'est-il pas différent des autres dans la mesure où les autres sont différents de lui, ni plus ni moins? Incontestablement. Ce n'est ni plus ni moins, c'est donc semblablement. Oui. Ainsi la raison qui fait que l'un est différent des autres, et les autres également différents de lui, cette raison fait aussi que l'un est le même que les autres, et les autres que l'un. Comment dis-tu? Voici. N'appliques-tu pas chaque nom à une chose? Si. Mais peux-tu prononcer le même nom plusieurs fois ou une seule fois? Plusieurs fois. Est-ce qu'en prononçant un nom une fois, tu désignes l'objet auquel appartient ce nom, et qu'en le prononçant plusieurs fois, tu ne le désignes pas? Ou bien, soit que tu prononces une fois ou plusieurs fois le même nom, ne désignes-tu pas toujours de toute nécessité le même objet? Sans doute.
Eh bien, l'autre aussi est un nom qui s'applique à quelque chose, certainement. Ainsi, quand tu le prononces soit une fois, soit plusieurs, tu ne l'appliques pas à autre chose, tu ne désignes pas autre chose que l'objet dont il est le nom, nécessairement. Donc, quand nous disons que les autres choses sont autres que l'un, et l'un autre que les autres choses, en prononçant ainsi deux fois le mot autre, nous ne l'appliquons pas pour cela à une nature différente, mais toujours à celle dont il est le nom, assurément. Donc, en tant que l'un est autre que les autres choses, et les autres choses autres que l'un, en vertu même de cette différence caractéristique, l'un et l'autre n'ont pas un caractère différent, mais un caractère identique. Or, ce qui a de quelque manière le même caractère est semblable, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, par le fait que l'un se trouve être différent des autres choses en vertu de ce fait même, il est tout entier semblable à toutes les autres en leur entier, puisqu'il est tout entier différent d'elles en leur entier. C'est vraisemblable. D'autre part, le semblable est contraire au dissemblable. Oui. Et l'autre le contraire du même. Oui encore. Or, nous avons reconnu aussi que l'un est le même que les autres. Nous l'avons reconnu en effet. Mais être le même que les autres, c'est une manière d'être contraire à celle d'être différent des autres. Certainement. Or, en tant que différent, l'un nous est apparu semblable. Oui. Donc, en tant que le même, il sera dissemblable, puisqu'il sera dans l'état contraire à celui qui le rend semblable. Car c'est bien le différent qui l'a rendu semblable. Oui. Le même le rendra donc dissemblable, ou bien il ne sera pas le contraire du différent. Il semble. L'un sera donc semblable et dissemblable aux autres, semblable en tant que différent, dissemblable en tant qu'identique. C'est en effet une conséquence qui paraît fondée. En voici encore une autre. Laquelle? En tant qu'il a le même caractère, il n'a pas un caractère différent. En tant qu'il n'a pas un caractère différent, il n'est pas dissemblable. Et en tant qu'il n'est pas dissemblable, il est semblable. D'un autre côté, en tant qu'il a un caractère différent, il est différent, et en tant que différent, il est dissemblable. Tu dis vrai. Donc l'un, parce qu'il est identique aux autres et parce qu'il en est différent, pour ces deux raisons à la fois, et pour chacune séparément, sera en même temps semblable et dissemblable aux autres. C'est certain. Et de même, parce qu'il nous est apparu à la fois autre et le même que lui-même, pour ces deux raisons à la fois et pour chacune séparément, ne doit-il pas nous apparaître en même temps semblable et dissemblable? Nécessairement. Autre question. L'un est-il ou n'est-il pas en contact avec lui-même et avec les autres? Que faut-il en croire? Réfléchis. Je réfléchis. Nous avons reconnu que l'un paraît bien être contenu en lui-même comme en un tout, avec raison. L'un n'est-il pas aussi dans les autres? Si. Donc par le fait qu'il est dans les autres, il touchera les autres, et par le fait qu'il est en lui-même, il sera empêché de toucher les autres, mais il se touchera lui-même puisqu'il est en lui-même. C'est évident. De cette manière, l'un se toucherait lui-même et les autres. Oui. Mais mets-toi au point de vue que voici. Tout ce qui doit toucher quelque chose ne doit-il pas être placé tout auprès de la chose qu'il doit toucher et occuper la place qui vient après celle où se trouve placé ce qu'il touche? Nécessairement. Par conséquent, l'un aussi, s'il doit se toucher lui-même, doit être placé immédiatement après lui-même et occuper la place attenante à celle où il est lui-même. Il le faut en effet. Mais pour y réussir, il faudrait que l'un fût deux et qu'il se trouvât en deux places à la fois, mais tant qu'il sera un, il s'y refusera. Certainement. Il est donc également impossible à l'un d'être deux et de se toucher lui-même. Également impossible. Mais il ne touchera pas non plus les autres. Pourquoi donc? Parce que, disons-nous, ce qui doit toucher doit être séparé, et à la suite de ce qu'il doit toucher, sans qu'aucun tiers se trouve entre eux. C'est vrai. Il faut donc qu'il y ait au moins deux choses pour qu'il y ait contact. Il le faut. Si aux deux termes il s'en ajoute un troisième à la suite, il y aura trois termes, mais deux contacts. Oui. Et ainsi, chaque fois qu'il s'ajoute un terme,
il se produit un contact de plus, en sorte que le nombre des contacts est inférieur d'une unité à celui des termes. Car la somme des objets qu'on peut successivement augmenter dépassera toujours le nombre des contacts dans la même proportion que les deux premiers termes dépassaient le nombre de leurs contacts, puisqu'à partir des deux premiers termes, en même temps qu'on ajoute un objet, on ajoute aussi un contact au contact. C'est juste. Quel que soit donc le nombre des choses, celui des contacts sera toujours plus petit d'une unité. C'est vrai. Et s'il n'y a qu'une seule chose et pas de dualité, il ne saurait y avoir de contact. Comment en effet pourrait-il y en avoir?